Ina, podcast. C'était la conférence de rédaction. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis arrivée là où je devais arriver. Le plus difficile, c'est ceux qui commencent à la pige, quoi. Le problème, c'est ça, c'est le temps long, c'est que ça prend du temps de faire des enquêtes. Le socle commun au journalisme, c'est l'honnêteté par rapport aux faits. Ma démarche, de vouloir jeter des ponts entre les gens. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. J'ai la chance d'avoir été de ces années d'or. On avait des moyens, une certaine liberté, et notre relation avec le pouvoir, avec les hommes politiques, avec le président de la République, avec le Premier ministre, était quand même incroyablement facile. Nous avons le plaisir de recevoir Christine Clair. Christine Clair, merci d'être avec nous et de partager quelques étapes de votre route dans le journalisme. Merci de m'avoir conviée. Vous avez reçu le prix Albert Londres en 1982 pour votre livre « Le bonheur d'être français ». Vous êtes alors journaliste au Figaro Magazine, le supplément hebdo du Figaro, fondé en 1978 par Louis Pauwels, qui définissait ainsi ce journal. Nous ne faisons pas un news magazine qui doit suivre l'actualité, nous travaillons au-dessus d'elle. Nous sommes les vigiles du temps, notre magazine est un objet d'art. Dans la préface de ce livre, Le bonheur d'être français, vous écrivez être de tempérament de droite, idée de centre-gauche. Vous signez donc dans un hebdomadaire nettement positionné à droite, une sorte de chambre d'écho de la nouvelle droite. Pour quelle raison faites-vous ce choix ? Pour la bonne raison que ce journal démarrait. J'avais fait beaucoup de reportages, j'allais dire tous azimuts, chez les agriculteurs, dans les usines, dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de villes et de villages, mais pas encore la politique. Et donc, j'avais envie de connaître un peu mieux. À chaque fois, j'abordais le monde politique, forcément, par tous ces biais. Mais j'avais envie de le connaître, et Louis Pauwels m'ouvrait ses portes. C'était un journal qui démarrait. Il y avait pas on n'était pas enfermé dans une spécialité. On pouvait tout faire. Et d'ailleurs, j'ai tout fait. Voilà, je rencontrais des grands artistes comme j'ai rencontré des politiques, mais c'était cette extraordinaire liberté de découvrir le monde qui m'entourait et au-delà. Vous savez qu'il y a toujours ce soupçon sur les journalistes qu'ils soient l'écho, qu'ils soient la voix de leur actionnaire. Que pouvez-vous nous en dire ? Écoutez, j'ai jamais eu l'impression d'être la voix de l'actionnaire. Par moments, ce que j'écrivais leur plaisait beaucoup et par moments leur déplaisait, mais je n'ai pas été censurée. J'ai toujours écrit les choses comme je les sentais, et parfois c'était à droite, et parfois je crois que ça pouvait être, en tout cas des gens de droite me le reprochaient, des lecteurs du Figaro Magazine pouvaient m'écrire pour m'engueuler, parce qu'ils trouvaient que j'étais vraiment trop à gauche, que j'avais écrit un papier qui était un peu trop Mitterrand, que j'avais accompagné. Ouais, bon, c'était comme ça, et on me laissait la liberté, parce que justement, peut-être, c'est ça qui surprenait. Je n'étais pas toujours là où on m'attendait. On sait quand même pour qui on écrit, qui sont les lecteurs. Mais de temps en temps, les choquer un peu ou leur ouvrir d'autres horizons. Moi, je pense que, par exemple, les lecteurs du Figaro Magazine, je reviens parce que je me relisais récemment, n'avaient pas forcément une curiosité infinie pour les journées d'une ouvrière du textile dans le Nord. Bon, ou les journées d'une agricultrice dans le Sud-Ouest. Voilà. Donc cette sensibilité sociale, c'était important de la faire exister. C'est très intéressant de leur faire découvrir. Il ne s'agissait pas de leur donner des leçons. Simplement, si on achète un journal, c'est peut-être aussi pour être informé sur le monde qui vous entoure. Dans votre préface également, vous parlez de la notion d'objectivité. Vous écrivez « Je crois à la sincérité, au respect des autres, mais l'objectivité, je n'ai jamais su ce que cela signifiait. » Non, ça signifiait quoi ? Ça signifierait quoi ?
que le monde, que les gens qu'on rencontre sont des objets, que soi-même, on a une sensibilité d'objet. Non, c'est pas vrai. Bien entendu qu'on dépend à la fois de son éducation, de sa naissance, de ses amours, de toutes sortes de choses qu'on rencontre au cours de la vie et qui font que les uns virent à gauche, les autres virent à droite, d'autres restent où ils ont été élevés. Alors, je voudrais des éléments de biographie, les éléments basiques. Vous grandissez dans une famille catholique, dites-vous, où on ne parlait pas beaucoup politique. Vous vous mariez, vous avez 2 enfants. Famille bourgeoise, province, Le Havre, envoyée en pension aux Oiseaux, où j'ai été très heureuse. On avait des bonnes sœurs formidables qui nous emmenaient, pas seulement à Rome pour les vacances, mais qui nous emmenaient au théâtre. Je me rappelle le TNP, Gérard Philippe, grâce à mes bonnes sœurs des Oiseaux. Ça paraît inconcevable de dire ça aujourd'hui. Vous faites des études supérieures? Je commence des études, et puis Sciences Po, l'école du Louvre, et puis je me marie très vite. Je pense que je voulais échapper à la tutelle de mon père. Et puis j'ai 2 enfants que je commence à élever en traduisant des romans policiers pour une série noire, ce qui m'a beaucoup amusé, beaucoup plu d'ailleurs. Et puis tout à coup, j'ai cette proposition d'entrer à l'Express qui tombait très bien parce que les enfants ont commencé à aller à l'école maternelle et ça. J'ai fait un peu les trucs à l'envers. Je démarre 6-7 ans après tout le monde. En 1969, vous êtes engagé à l'Express au service documentation. Vous avez 27 ans. Est-ce que vous avez décidé de travailler dans une rédaction ou c'est une circonstance ? C'est une enfin, les deux, mon général. C'est une circonstance. Mais c'est vrai que j'avais envie de découvrir le monde. J'étais havraise et le Havre est ouvert sur le monde avec des paquebots qui arrivent, qui repartent. Et ça donne envie d'y aller, évidemment, de découvrir. Surtout que la ville avait été entièrement détruite, reconstruite. Donc, ça incite à réfléchir au passé aussi. Voilà. Donc, est-ce que j'avais décidé d'être un jour journaliste? Je ne sais pas. Je traduisais des romans policiers. Je m'occupais de mes enfants. Et j'avais envie de travailler. J'avais pas encore une idée bien précise de ce que j'avais envie de faire. Et puis voilà, ça s'est présenté comme ça. Comment s'est fait la rencontre avec l'Express ? Oui, par un journaliste de l'Express, tiens, pourquoi tu viendrais pas chez nous essayer, ça te plaira. Voilà, c'était. À quel moment obtenez-vous votre carte presse ? Alors là, je n'en sais Assez plus. vite ? Il me semble, oui, dès que j'ai commencé à écrire des articles, finalement, c'était assez rapide, oui. Et vous étiez heureuse de la recevoir ? Oui. Du moment qu'on était dans un journal et qu'on se mettait à écrire dans le journal, j'allais dire, ça allait de soi. C'était pas un événement majeur. Ce qui était un événement majeur, c'est si on pouvait faire un grand papier qui était lu, ou si on pouvait provoquer des réactions. Je me rappelle la première interview de Bernadette Chirac. Bon, ça, c'était amusant. Elle n'avait jamais accordé une interview. C'était une époque où on considérait les femmes, ça valait rien, les femmes. On ne parlait pas des femmes des hommes politiques. Hein, elles n'existaient pas. Bon, moi, je rencontre Bernadette Chirac. Je la trouve assez insolente, intéressante. Je lui demande à aller la voir en Corrèze. Et puis là, je trouve une femme qui n'arrêtait pas de dire du mal de son mari, des choix de son mari, notamment de sa conseillère de l'époque, Marie-France Garot, etc. Et j'avais commencé une série de portraits de femmes pour elle, que je faisais en plus de Figaro Magazine. Oui, parce que, je passe du coq à l'âne, hein. À l'époque, quand une fille voulait gagner un peu plus, d'abord, il fallait oser le demander, c'était une question d'éducation. Et quand on le demandait, ma réponse, ça a été, vous pouvez faire des articles ailleurs. En plus, c'était une autorisation, Louis Powell. Oui, j'ai appris après que les garçons gagner 2 fois plus que moi. Mais on est pas mal de femmes à se confronter à ce genre de souvenirs. Hein. Donc, j'ai suivi le conseil, ce qui m'a fait travailler 3 fois plus, mais qui m'a aussi permis de découvrir des horizons différents. Voilà, bref, Bernadette Chirac disait de la conseillère de son mari, ça sera elle ou moi. Et ça a été elle, finalement. Mais après, pendant 20 ans, elle a eu interdiction de me parler.
Il y a une femme qui compte beaucoup dans votre parcours, c'est celle qui va vous engager à l'Express. Il s'agit de Françoise Giroud. Oui. Lorsque vous débutez au service documentation et ensuite vous serez journaliste très vite, qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, Françoise Giroud ? Avoir une très grande attention à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écrit, de pas bâcler, vraiment d'être très sérieux sur son information, sur les termes choisis, le vocabulaire, les termes choisis, et à la fois la distance et faire vraiment vivre au lecteur ce qu'on a pu vivre. Et oui, une exigence, je crois, une exigence. Elle relisait tout ? Oui, c'était formidable, ahurissant. Oui, travaillait beaucoup. Et quand vous relisiez ensemble ? Oui, non, elle me convoquait dans son bureau, on en parlait. Pas à chaque fois, enfin de temps en temps. Chaque fois, j'ai appris beaucoup. C'était une femme très respectueuse des journalistes. Je vous propose d'écouter cette archive sonore. Je ne conçois pas du tout la fonction de directrice de journal, ni de directeur de journal d'ailleurs, comme une fonction d'autorité. Les journalistes ne sont pas des gens que l'on commande. D'abord, ils ne l'accepteraient pas, et ensuite, c'est tout à fait incompatible avec leur métier, avec la façon dont ils l'exercent. Ce n'est pas un journaliste que je l'apprendrais. Il faut qu'ils aient envie de le faire, il faut qu'ils soient d'accord pour le faire, il faut qu'il y ait un minimum de consensus, un minimum d'agrément général au travail qui sera produit. Alors ? Je ne sais pas si elle a été toujours entièrement conforme à cette règle de vie, mais de façon générale, oui. Il faut dire qu'elle avait un rôle particulier, parce que moi je l'ai connue au moment où Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était le fondateur et directeur du journal, s'était engagé lui-même en politique, et donc elle faisait le lien entre lui et nous, si je peux dire. Et lui avait vraiment tendance à tout écraser sur son passage au service de son ambition politique. Dans ces années 80, il y a très peu de médias, il y a peu de rendez-vous d'information. Les rendez-vous d'information ont lieu le matin à la radio, d'une manière globale, disons, et puis le soir, à 20h. Est-ce que ça suffisait d'avoir ces rendez-vous d'information pour être informé ? Ça, c'est un grand débat, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est surinformé. Les gens sur leur téléphone portable, matin, midi et soir, qu'est-ce qu'ils en retiennent finalement ? Ça me paraît très brouillon. Peut-être qu'à l'époque, l'information était évidemment triée, si je peux dire. Mais peut-être était-elle mieux mise en valeur, mise en perspective. Et alors qu'aujourd'hui, mais bon, c'est un jugement aussi de quelqu'un qui ne... Moi, je ne suis pas sur mon téléphone portable. Heureusement, vous m'envoyez un petit message de temps en temps. Je le reçois, mais il m'arrive d'avoir des messages qui sautent ou que j'efface. Je ne suis pas sur mon téléphone portable pour traverser la rue en poussant un bébé. Non, ça c'est... Sur les chaînes info ? Comment ? Vous regardez les chaînes info ? Oui, je regarde les chaînes info. Il y a beaucoup de débats maintenant. Il y a beaucoup de personnalités différentes. Peut-être pas, parce qu'il y en a auxquelles on s'habitue, qui ont l'air d'être des abonnés. Mais quand même, il y a des échanges d'idées. Aujourd'hui, ce qui me paraît embêtant, voire dangereux, c'est l'afflux en permanence d'informations, j'allais dire parfois contradictoires. Forcément, les informations sont contradictoires. Mais est-ce que ça laisse le temps de réfléchir, de prendre des distances ? J'ai du mal à suivre quand c'est trop par moment. Alors, je regarde beaucoup les visages. Les voix. Là, ça en dit pas mal. Le visage de Trump, par exemple, Maïri. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Nous sommes fin 80, début 81. Vous souhaitez aller à la rencontre des Français. Une année de bascule évidemment politique en France, cette année 81. Pour se remettre dans le contexte de l'actualité d'alors, nous allons revenir sur ce moment de passation de pouvoir avec François Mitterrand. Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition
que de l'offrir au monde de demain. Nous venons d'entendre un extrait du discours de François Mitterrand le jour de son entrée à l'Élysée le 21 mai 81. Vous y étiez, même si vous n'aviez pas d'accréditation. Comment était-ce possible? Aujourd'hui, c'est une forteresse. Oui, mais c'était l'époque. C'était ouvert. L'Élysée était ouvert. C'est incroyable. Les portes étaient ouvertes. On pouvait monter au premier étage. On entrait. Tout était ouvert. Et moi, je m'étais mise derrière les gardes républicains qui, vous savez, qui se tenaient de chaque côté de l'escalier. Voilà. Aujourd'hui, cet escalier, il est barré par... Mais j'étais là, j'attendais, je regardais. Alors, j'ai vu Mitterrand descendre avec Giscard, ouvrir les bras d'un geste auguste. Et Giscard couvert par une foule hostile. J'étais vraiment très choquée de la façon dont il est sorti. Et puis, Mitterrand est remonté du même pas Auguste. Et tout à coup, il m'aperçoit derrière les gardes républicains. Donc, il vient me saluer et on échange 3-4 mots. Il me dit, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je dis, oui, monsieur le Président. Mais évidemment, je n'ai gardé quelques photos. C'est des images qu'on ne peut même pas imaginer possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, bien entendu, il faut présenter sa carte, on attend, on vient vérifier, on vous accompagne jusqu'à un poste, premier poste, ensuite un deuxième poste, il faut que votre nom soit inscrit. Si vous allez à une réunion, ça doit être déclaré d'avance, etc. Ça n'a plus rien à voir. Et puis en plus, on n'arrive pas à 2 ou 3, on arrive à 300, à 150 ou 300. Qu'est-ce que permettait, au fond, cette facilité d'accès avec les élus, avec les représentants politiques? Ça permettait, je crois, de mieux les comprendre, même si on n'est pas dupe et que chacun joue sa comédie et son jeu. Mitterrand en particulier savait très bien. Il y avait quelque chose de formidable, c'est qu'en 2 minutes, il savait qui vous étiez. Vous veniez d'un milieu bourgeois, vous veniez de province, il savait. Bon. Mais c'est sûr que dîner en voyage avec François Mitterrand en étant 6 à table, évidemment que c'était une chance qu'on ne mesurait pas, puisqu'on trouvait ça tout à fait normal. Et de s'attarder jusqu'à 1h du matin, des récits, des confidences, c'était formidable. Comment conserver la bonne distance pour continuer à faire son métier et, dans le même temps, préserver cette relation? Je crois que la relation, elle est préservée par une certaine confiance. Il faut bien entendu qu'on inspire confiance, qu'on voit qu'on n'a pas trahi. Quand les gens vous disent ça, c'est off, bien sûr. Bon, dans ce cas-là, on attend au moins 1 an pour le dire. On ne répète pas tout de suite. Bon, et puis, je ne sais pas. C'est un comportement qui fait qu'on inspire confiance à tel ou tel, ou pas du tout à un tel. Je crois que j'ai pas inspiré confiance à Mélenchon. Quoique au début, comme il venait faire sa cour à Jean d'Ormesson, le patron du Figaro, et qu'il faisait aussi sa cour à Mitterrand, mais en étant très ennuyé de voir que Jean d'Ormesson était mieux traité que lui. Donc au début, on pouvait avoir des relations sympathiques, parce qu'il rêvait de plaire au lecteur du Figaro à Jean d'Ormesson. Bon. Après, c'était autre chose. Cette relation entre les journalistes politiques et le monde politique est faite, comme vous dites, de séduction, de confidence, de moments en aparté, d'explications. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme entre 2 êtres humains en général, tout en sachant quel est notre rôle. On n'a pas, pas à franchir certaines limites. Bon, je pense qu'un homme politique qui se livre, s'il se livre, c'est dans l'espoir de se rendre sympathique à vos lecteurs. S'il en fait un peu trop, tant pis pour lui. Et les journalistes n'ont pas... bien entendu qu'on fait tout pour inspirer confiance, mais on n'a pas à se livrer, si je peux dire. Et la bonne distance, encore une fois, comment on peut la trouver? Je ne sais pas l'apprécier pour les autres. Je crois l'apprécier d'instinct pour moi. Mais peut-être pas, peut-être trop distante, peut-être pas assez par moment. Ça dépend aussi... bien entendu, de sympathie mutuelle, puisque là, je parle de tête-à-tête. Donc, ça compte quand on veut inspirer confiance. Est-ce que la sympathie ne va pas altérer la nature du papier? Mais forcément. Mais moi, je ne crois pas à l'objectivité, je vous l'ai déjà dit. Forcément. Mais il faut même le faire savoir au lecteur. Si je vous parle comme ça, c'est parce que, oui, il m'a été sympathique, oui, il m'a séduit de ce point de vue-là.
Bon, on peut l'avouer. Ça me fait plaisir quand Mitterrand m'emmène voir une église, me la montre, fait 6 fois le tour de... Bon, ça me fait plus de plaisir que de voir quelqu'un qui cracherait sur l'église, mais qui pourrait m'intéresser aussi. Mais bien entendu, mais c'est comme dans les relations entre tous les êtres humains. Quand on invoque un passé, une histoire, des croyances, ça peut vous rapprocher ou vous éloigner. Vous aviez un truc, c'est que vous teniez au vouvoiement. Oui, ça m'a toujours paru indispensable, parce que c'est une façon de marquer des distances. C'est pas hautain, c'est pas une façon hautaine, c'est simplement, je suis là dans l'exercice de ma profession. Je ne suis pas là pour tisser des liens intimes. Et alors, c'est ce que je disais à de mes confrères que je voyais si content de tutoyer. Mais alors, le jour où il y a un problème, il peut y avoir un problème de financement de parti, de vie privée, de n'importe quoi, mais tu perds totalement ta liberté. Enfin, quelqu'un que tu tutoies, avec qui tu te comportes comme un ami, et tout à coup, tu vas être obligé de relater ces événements, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour poursuivre sur ce lien, cette proximité entre les élus, les responsables politiques et les journalistes, on a souvent entendu dire qu'on envoyait des femmes auprès des élus parce que c'était peut-être un moyen d'obtenir davantage. Oui. Est-ce que vous avez vécu cela? Oui. Est-ce que... J'ai un rédacteur en chef comme ça, c'était au point, on peut en parler maintenant parce qu'il est décédé, mais... Et il m'a envoyé rencontrer, ça l'amusait d'abord, j'envoie la petite, on va voir. Après je me disais, après il doit leur téléphoner pour savoir comment ils m'ont trouvé, quoi. Et puis ça l'amusait de savoir ce que moi, j'en avais pensé aussi, et comment les gens s'étaient comportés. On avait une fois qui voulait m'emmener jouer au golf avec lui, bon, des trucs comme ça, c'est amusant. Mais là, ils sont... ça leur plaisait beaucoup, ça les amusait beaucoup entre hommes. Oui. D'avoir cette présence féminine autour d'eux. J'en étais flattée. Vraiment, et plus si finalement, et alors après, alors que tu as trouvé comment? J'imaginais leur conversation. Quelles étaient les relations entre les femmes journalistes à ce moment-là? Est-ce qu'on peut parler de sororité, pour employer un terme qui n'existait pas à l'époque, quasi? Oui, je crois. Je pense à Josette Alia, qui était au Nouvel Observateur. On a même écrit des choses ensemble. Je crois qu'il peut y avoir sororité avec un homme comme avec une femme. Ça dépend des tempéraments, de notre ressenti, de nos réactions. Alors bon, bien sûr, entre femmes, on peut plaisanter ou s'indigner sur le comportement de ces messieurs, qui n'est pas toujours d'une grande délicatesse. Est-ce que vous vous redonniez des informations? Est-ce que vous donniez des tuyaux en disant « Attention, celui-ci est comme ci ». Ah oui, on prévenait, oui. Ouais. On prévenait, oui. Oui, je me rappelle d'être allé voir un vieil homme politique, et Marcel Padovani, qui était à l'époque Nouvel Observateur, m'avait dit fais attention, parce qu'il va vouloir te caresser le genou, je sais pas quoi. Alors je faisais très attention à m'asseoir sur un fauteuil, bien qu'il m'ait offert la place sur le canapé, des trucs comme ça. Oui, parce que on peut pas gifler un homme de 85 ans comme on giflerait. Oui, on se passait des tuyaux de ce genre-là. Une compétition entre vous? J'ai pas le souvenir. Le monde était si vaste. Il y avait tellement à découvrir. Il y avait de la place. Tout ça me paraissait beaucoup moins encombré qu'aujourd'hui, c'est vrai. Un mot sur la vie intime des politiques. Elle n'était pas révélée, elle était sue, mais elle était tue. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'est moins bien aujourd'hui de le révéler? Elle n'était même pas toujours sue. Que tous les journalistes ne savaient pas. Enfin, on savait que Mitterrand avait des relations amoureuses, mais on ne savait pas qu'il avait une fille, etc. Mais vous ne le saviez pas, d'autres le savaient. Oui, bien sûr, mais effectivement cette information pour eux. Un très petit nombre. Mais il faut dire aussi que là aussi, les lecteurs ou les
où étaient les téléspectateurs n'avaient pas les mêmes exigences. Combien de fois je me souviens m'être fait engueuler, d'avoir reçu des lettres désagréables de lecteurs du Figaro et Figaro Magazine. J'ai plus, c'était à propos de Pierre Mauroy, pour lequel j'avais plutôt du respect, de la manière très sympathique, Premier ministre, m'avait invité dans le Nord, mais j'avais dû avoir une phrase ironique ou je sais pas, et c'était des lecteurs du Figaro qui m'écrivaient pour m'engueuler. Mais ça, je pense que c'est parce que j'étais une femme et que c'était un homme de pouvoir. Donc les lecteurs masculins n'aiment pas beaucoup qu'une femme soit impertinente. J'ai l'impression, malheureusement, que ça n'a pas évolué autant que ça. Et pensez-vous que la vie privée doit être révélée lorsqu'il s'agit d'un élu ou d'un candidat à une fonction élevée ? Alors, si vraiment cette vie privée dément totalement les principes qu'il met en avant, oui. On ne va pas aller chercher, gratter tout son passé, etc. Mais enfin, vous voyez, je parle tout de suite de le candidat, je ne parle pas des femmes, mais s'il met en avant une vie privée exemplaire, s'il avance des principes dont il ne tient aucun compte dans sa vie, non, ça va, ça suffit. On va revenir sur votre livre pour savoir comment vous travaillez. Lorsque vous décidez d'écrire cette série d'articles, d'aller à la rencontre des Français, d'écrire cette série d'articles, vous proposez le sujet, je présume, à la direction. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un oui immédiat ? Est-ce qu'il y a une discussion, un débat ? En fait, j'ai décidé d'en faire un livre quand Mitterrand a été élu. Voilà. J'en avais un peu assez de l'entendre faire campagne sur le malheur de la France, la misère de la France, etc. Moi, j'avais vu une autre France. Je ne nie pas qu'il y ait une misère, des malheurs, et qu'il y ait des femmes qui travaillent beaucoup trop, etc. Mais cette description tellement noire qui n'était même pas la sienne, c'est pas vrai. Bon, il voyait la France autrement. Donc j'en avais assez. Donc j'avais envie d'écrire ce que j'avais vu. Et ce que j'avais vu, c'était aussi bien l'agricultrice que François Mitterrand lui-même à Château-Chinon, Giscard en Auvergne, que Chirac en Corrèze, parce que j'ai alterné un peu les rencontres sur le terrain, j'insiste, parce que c'est très différent quand même sur le terrain, la façon dont ils se comportent avec leurs électeurs et leurs électrices. Et votre méthode, donc vous décidez d'aller à la rencontre des Français. Il y a des personnalités publiques et puis il y a ce qu'on appelle les anonymes. Les anonymes, comment vous les trouvez ? Comment vous les castez, dirait-on aujourd'hui ? J'hésite à parler de méthode, parce que, en fait, c'est des intuitions, des pulsions, des envies de connaître. Tout à coup, le monde vous est ouvert. Alors, comment est-ce que vous choisissez ? Je me souviens, par exemple, j'ai rencontré des ouvriers, j'avais rencontré un leader syndical qui s'appelait André Bergeron, qui était très sympathique. Et donc, je lui disais que j'avais envie de rencontrer telle ou telle profession, des hommes, des femmes. Il m'a dit, venez avec moi. Donc, j'ai accompagné pendant 2 jours. Et c'était formidable parce qu'il les interrogeait devant moi. Les gens étaient extrêmement confiants, parlaient de leurs conditions de travail, mais ils étaient fiers, ceux qui me faisaient rencontrer à l'époque. C'était pas déshonorant d'être ouvrier, puis ils étaient fiers de rencontrer le chef de leur parti. Ils sortaient le vin mousseux quand même. On buvait le vin mousseux et tout ça. J'ai rencontré dans des conditions particulières, mais grâce à eux, j'en rencontrais d'autres. Je me faisais un carnet d'adresses, comme on dit, dans notre métier. Et ensuite, donc, vous faisiez des interviews et vous conserviez la meilleure... Ensuite, je téléphonais, je disais, voilà, je fais une série sur les femmes, ou est-ce que je pourrais venir vous revoir ? On s'est rencontrés, voilà. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on pouvait en rencontrer d'autres. C'est comme ça que j'avais rencontré aussi ma boulangère d'Amboise. Vous allez nous lire quelque chose sur la boulangère d'Amboise, c'est un extrait de votre livre. C'est tiré de mon livre « Le bonheur d'être français », 82. J'ai pas été bien heureuse, vous savez, moi, Christine. Alors je voudrais bien que ma fille Christiane le soit un peu plus. Avant que je meure, je voudrais qu'elle trouve un bon mari, pourvu qu'il soit travailleur et honnête et qu'il l'aime. C'est dimanche à Amboise. Profitant de l'accalmie d'après-déjeuner, Madame Bigot, la propriétaire de la pâtisserie Salon de thé de la place du Château, a abandonné la caisse où elle officie de 8h du matin à 8h du soir, entre ses amboisines au chocolat et ses puits d'amour. Elle est venue me rejoindre dans la salle du fond,
À table avec nous, sa fille Christiane et la serveuse Laura. Comme il arrive parfois, la pâtissière d'Amboise s'attendrait sur elle-même et sur ceux qu'elle aime. Christiane, sa fille, le maire d'Amboise, Michel Debré, qui lui a remis ses médailles de passeur d'enfants juifs et de combattante de la résistance. C'est ici que votre père faisait le pain ? Oui, là où vous êtes assise. Les palets de bois accrochés au mur servaient à l'enfourner avant de le cuire au feu de bois. Ça faisait un rudement bon pain, mais c'était très dur. Mon père se levait à minuit pour remettre le feu en route. Le soir, il était tellement fatigué qu'il montait l'escalier à 4 pattes. Je me rappelle que j'entendais craquer les marches du milieu de la nuit. Alors je pleurais dans mon lit et je priais, pauvre petit papa, mon Dieu, faites qu'il travaille moins. Ce n'est pas juste qu'il travaille autant, il va tomber malade. Et votre maman, que faisait-elle ? Maman, elle servait le pain et elle tenait la caisse. Cet angle de départ très positif, le bonheur d'être français, est-ce que ce n'est pas une manière d'orienter votre regard et celui du lecteur ? Puisque nous décryptons la manière dont les journalistes travaillent sur cette notion, là on est sur cette notion de subjectivité, mais encore une fois, de partir d'un titre, d'un postulat, est-ce que ça ne va pas orienter l'ensemble du travail qui va suivre ? Bien sûr. Et je ne le nie pas, et je ne m'en défends pas, et je l'ai annoncé, j'annonce la couleur. En fait, je lui dis, ça a été une réaction à la campagne de François Mitterrand, que j'ai admiré beaucoup par ailleurs, mais sa campagne qui décrivait une France tellement pauvre, tellement malheureuse, tellement misérable, alors que lui-même, quand on visitait la France avec lui, c'était une autre France qu'on découvrait. Et d'ailleurs, il posait sur ses affiches avec un clocher d'église derrière lui. Donc, j'ai eu envie de réagir à cette musique, qui était musique du désespoir, finalement. Hein. Et donc, moi, j'avais découvert une autre France. Bien entendu, il y avait des gens qui vivaient très mal. Et quand je parle de cette boulangère qui est à la boulangerie de 8h du matin à 8h du soir, et qu'on sait que, par ailleurs, elle fait du travail à la maison et qu'elle prépare et elle emploie du monde, qu'elle l'éclaire, etc., j'avais à la fois de l'admiration et en même temps, il y avait du bonheur qui passait. La France n'était pas que malheur et que déclin. C'est ça aussi le rôle du journaliste, c'est-à-dire de braquer le projecteur sur une réalité qui n'est pas vue depuis Paris, puisque le pouvoir en France est très centralisé. Oui, il y a Paris, puis il y a les autres, mais chacun a son regard. J'apportais le mien et je n'empêche pas les autres d'avoir le sien et leur regard m'intéresse. Quelquefois, je n'ai pas vu ce qu'ils voient et l'échange est très intéressant. Ce que je n'aime pas, c'est d'être enfermé dans un point de vue. D'anticiper, de décider, de braquer le regard sur un sujet n'est pas relater des faits, c'est avoir détecté peut-être une béance, un sujet qui n'est pas exposé. Ça aussi, ça fait partie de la mission du journaliste. Oui, certainement, de détecter, comme vous dites, une béance, de parler de ce dont on ne parle pas. Et je regrette beaucoup aujourd'hui de voir que même dans des journaux de gauche qui faisaient ça autrefois, qui pouvaient consacrer des grands reportages à des ouvriers, à des ouvrières, à des agricultrices, à des couturières, enfin à tous les petits métiers, sont totalement ignorés aujourd'hui. Hein. De temps en temps, dans l'humanité, il y a un petit truc, oui. Vous dites qu'on ne va pas suffisamment sur le terrain à la rencontre des Français. On n'a pas le temps et surtout on a l'impression que peut-être ça n'intéresserait pas les lecteurs. Il faut peut-être leur parler plutôt de stars. Vous ne croyez pas que c'est une question d'économie aussi ? Le divorce ou le mariage d'une star les intéresse peut-être plus que la vie des Français d'en bas, comme on dit. En tout cas, ça vend plus, très probablement. Oui, peut-être. Est-ce que tout ça n'est pas lié à une question d'économie ? Au moment où vous avez écrit ces articles et ce livre, vous avez un budget, on vous dit, vous avez 6 mois, 8 mois, vous avez une enveloppe. Comment ça se passait pour travailler ? Écoutez, je crois que j'avais beaucoup de chance. Le journal gagnait beaucoup d'argent. Et donc, ça ne posait pas de problème. Parfois, j'étais accompagnée d'une photographe. Mais à l'époque, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un problème pour un billet de train, une location de voiture. Non, ça, c'était formidable. C'était formidable. Il y a eu des années d'or de la presse. Est-ce que vous estimez les avoir vécues ? Oui, j'ai la chance d'avoir été de ces années d'or. On avait des moyens, une certaine liberté, et notre relation avec le pouvoir, avec les hommes politiques, avec le président de la République, avec le Premier ministre,
était quand même incroyablement facile. À quoi attribuez-vous la défiance dont les journalistes sont l'objet aujourd'hui? À quoi l'attribuez-vous? Je l'attribuais une part d'inculture. De la part de qui? Des lecteurs, qui ne se rendent pas compte que, d'abord du travail que font les journalistes. Ensuite, c'est des débats que j'ai souvent quand on regarde l'émission à la télé. Alors on me dit, bon, alors que ton confrère ou ta collègue là, pose une question idiote, je dis non, pose pas une question idiote. Elle sait très bien de quoi elle parle et elle connaît même la réponse. Mais vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis des spectateurs, elle est obligée de la poser puisqu'ils se la posent. Elle doit quand même parler en leur nom, parler pour eux. Hein. Mais rien que cette attitude, déjà, suscite parfois le mépris ou la méfiance. Et je trouve ça très largement immérité d'un public qui, malheureusement, n'a même plus la même culture, parce que je m'aperçois que les gens lisent beaucoup moins. Et je ne sais pas, qui se défausse sur les journalistes. Mais il n'y avait pas ce climat d'hostilité lorsque vous avez écrit ce livre, puisqu'on fait référence à ce livre? Non, pas du tout, pas du tout. Il y avait une certaine admiration pour les journalistes de la presse écrite. Oui, maintenant, ça a tellement explosé. Il y a tellement de sources d'informations. Qu'est-ce qui a provoqué cette méfiance, cette défiance, ce pessimisme? Bon, j'ai tendance à en mettre une part sur les lecteurs et les auditeurs eux-mêmes. Chacun sa responsabilité, vous voulez dire. Et donc en 82, quelques mois après la publication de votre livre, Le bonheur d'être français, vous recevez, je présume, un coup de téléphone pour vous dire que vous êtes la lauréate du prix Albert Londres. Et vous serez la deuxième femme à obtenir le prix Albert Londres. Comment se déroule ce moment? Alors, je ne m'attendais pas du tout. J'étais en reportage en Afrique auprès de François Mitterrand. Et non, personne ne m'en avait parlé. Et en outre, je pensais ne pas correspondre du tout aux critères du prix. Et je ne corresponds toujours pas d'ailleurs, parce que je crois être la seule à avoir obtenu un prix pour un livre sur la France. Et alors que le prix Albert Londres, c'est quand même l'ouverture sur le monde. Il y a beaucoup de reportages. Qui vous appelle? Comment ça se passe pour qu'on revive ce moment avec vous? J'avoue que je ne me souviens pas qui m'appelle. C'était quelqu'un de l'organisation du prix qui m'appelle. Et je me rappelle qu'il y avait des gens comme Henri Amouroux, James de Coquet, principalement des hommes. Une femme, Josette Alia, du Nouvel Observateur, et qu'il siégeait à Vichy, parce que Albert Londres a vécu à Vichy. Il est né là-bas. Donc il est né là. Bon. Et j'ai trouvé des hommes tout à fait charmants qui m'ont accueilli très gentiment autour d'un bon dîner. Et voilà, non, c'est vrai, j'étais toute contente et assez, pas ahurie, mais toujours sous l'effet de la surprise. Et heureuse qu'une femme soit lauréate. Heureuse, oui. Ça, c'était quelque chose qui comptait. Aujourd'hui, de quelle manière vous informez-vous? Quels sont vos réflexes? Alors, la presse écrite, j'y reste très attachée. Et donc, j'ai des abonnements en divers journaux, y compris de province, parce que ce que je lis dans Midi Libre est assez différent de ce que je lis dans le Télégramme de Brest. D'ailleurs, il y a les goûts, les attachements des Français aussi. Puis, bon, par ça, je lis les grands quotidiens. Et bon, j'écoute diverses radios, je regarde diverses télévisions. Je passe beaucoup de temps à lire et regarder. Vous preniez beaucoup le train. Aujourd'hui, les journalistes ne se déplacent plus. Ils sont devant leurs écrans d'ordinateur. Un gain ou pas? Non, vous savez, je suis de la vieille école, donc je considère que c'est mieux d'aller sur le terrain. Alors évidemment, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui, mais rien ne vaut ce qu'on a ressenti. Rien ne vaut une rencontre avec d'autres êtres humains, l'approche de leur vie. J'y reviens toujours, mais la vie des mères de famille, voir les heures de travail incroyables qu'elles font, les difficultés avec les enfants, le mari, la maison, c'est formidable. Et on ne peut le concevoir si on n'y va pas et si on ne partage pas un moment d'émotion de temps en temps. Parce que
toutes classes sociales sont abolies. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que, je suis une bourgeoise, on ne peut pas le cacher, je ne cherche pas d'ailleurs à m'en cacher. Mais quand la confiance s'établit, ça n'existe plus, ces différences sociales. Chacune parle d'elle. C'est merveilleux, cette confiance, parce qu'on pourrait s'en moquer, on pourrait dramatiser, on pourrait déformer. Après, mais non, ça inspire le respect. Est-ce qu'il y a pour vous un son du journalisme ? Est-ce qu'il y a un bruit particulier qui évoque le journalisme pour vous ? Le bruit, quelquefois trop de bruit. Un objet qui vous est essentiel dans le journalisme ? En dehors du stylo. Voilà, très bien. Et un vêtement ? Et un vêtement, ça dépend des saisons, mais chemise à manches longues ou pullover ou veste, mais un vêtement, j'allais dire, qui ne proclame pas votre féminité séductrice. Voilà. Bien entendu qu'on est là pour inspirer confiance, et même finalement pour séduire, parce que, après tout, inspirer confiance, c'est séduire. Hein. Mais surtout pas de tenue qu'on attendrait d'une femme séductrice. Donc ça, on le garde pour après. Mais pour le travail, il n'y a pas de raison. Les hommes ne se mettent pas en short, les hommes ne se mettent pas en décolleté. Eh bien, les filles qui arrivent dans le journalisme, comme les hommes, elles n'ont pas à exhiber leurs atouts féminins. Êtes-vous optimiste pour l'avenir du journalisme ? C'est un monde qui s'ouvre. Aujourd'hui, c'est les États-Unis ou la Chine, quoi. C'est formidable, oui. C'est énorme. On ne sait pas où ça va nous conduire. Est-ce qu'on va avoir une guerre mondiale ? Je ne sais pas. Mais d'être au cœur des centres de décision, c'est formidable pour comprendre le monde. Qu'est-ce qui fait un journaliste ? Qu'est-ce qui fait une ou un journaliste ? Mais il y a 1000 façons. Enfin, je pense que de toute façon, il y a la curiosité, l'envie de découvrir et de comprendre et de se mettre dans la peau des autres. Si on part avec un jugement préconçu, ça vaut rien. Si on sait d'avance ce que vous allez écrire, ça vaut rien. Ça existe, hein. Ça existe. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand un journaliste découvre. Il est parti avec une idée, il découvre autre chose. Hein. Mon ami Jean-François Kahn était comme ça, c'était formidable. Il partait avec une idée, revenait avec une autre. J'adorais sa conversation. Merci Christine Claire pour ce moment passé ensemble. Merci pour ce partage. Eh bien, merci pour votre accueil. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et Lina. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Christiane Sotomayor, musique originale Mathias Reyes Detmer, documentalistina Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast au pluriel.ina.fr.